Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons le colonel Babacar Diouf. Il est le conseiller spécial du directeur général du CHEDS. Et ensemble, nous allons parler aujourd'hui du renforcement de la coopération militaire entre les pays du Sahel et la France. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur notre plateau. Merci madame, le plaisir pour moi. Alors, comme souhaité par la France, les présidents des pays plutôt du G5 Sahel ont clarifié leur position vis-à-vis de l'intervention française dans la région. Déjà, votre appréciation sur ça? Enfin, quelque part, il faut comprendre aussi que je ne peux pas, moi, être responsable politique chez moi, envoyer mes enfants se faire tuer chez toi, et on leur dit dehors. Et le plus cocasse dans cette histoire, à mon sens, c'est que si on avait dit aux gens, OK, on les retire ces forces, vous faites quoi? En une semaine, on va être gentil. C'est toute la géographie du coin qui va être changée et en même temps son histoire, évidemment. Donc, je pense que le président Macron a des intérêts à défendre et parmi ces intérêts, il y a quelque part une dimension politique. Maintenant, nos chefs d'État aussi ont été réalistes. Ils se rendent compte quand même qu'ils ont chez eux ou chez nous un problème que nous n'arrivons pas à régler tout seuls. Nous demandons la solidarité des autres. Vous ne pouvez pas demander ma solidarité et me donner des coups de pied. Il faut être réaliste, je crois. 220 soldats supplémentaires pour Barkhane. Qu'est-ce que cela change, la situation actuelle? Pas énorme pour moi. En réalité, il y a peut-être des forces spéciales qui, bon, malgré leurs faibles effectifs, sont capables de faire beaucoup de choses. Mais 220 sur un territoire, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille du Mali et du Niger. Quand vous regardez leur taille, le Sénégal, c'est un tout petit coin. Et pourtant, il n'y a pas l'effectif qui va avec. Il n'y a pas de quoi saturer. C'est comme si je disais, la densité au kilomètre carré n'est rien du tout. C'est-à-dire, vous prenez 20 000 personnes, déployez-les entre ces deux régions, rien fait. J'ai un ami qui était dans une zone, il me dit ça fait 280 000 km². J'ai éclaté de rire. Il me dit pourquoi? J'ai dit mais parce que le Sénégal, ça fait 190, on va dire 200 pour les gentils, mais c'est 190 et quelques. Comparé à la zone sahélienne? C'est encore pire. Maintenant là, je crois que notre solution, c'est avoir de l'électronique suffisamment pour pouvoir voir au plus loin et avoir maintenant des vecteurs pour réagir comme il le faut. Et quand vous parlez d'électronique, là, vous faites allusion à quoi? Pour détecter, vous savez, quand il y a eu la guerre du Golfe, il y avait plusieurs satellites qui étaient braqués sur le Golfe. Plusieurs satellites, des avions, des drones, du n'importe quoi. Ici, qu'est-ce que vous avez comme reconnaissance? Est-ce que le secteur est bien couvert? Combien faut-il de moyens pour couvrir la zone qui est énorme? Les gens rient toujours quand ils pensent à la probabilité qu'il y a entre deux personnes qui se promènent dans le désert de se rencontrer. Voilà. Il faut pouvoir voir et quand vous avez vu, vous devez pouvoir réagir, soit en envoyant des avions, soit en envoyant des drones, soit en envoyant des militaires qui sont héliportés ou je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas qui sont déplacés jusque là-bas. Et pourtant, on a vu la force Barkhane utiliser même des drones pour certaines interventions, mais est-ce suffisant? C'est ça la question, ce n'est pas suffisant. Mais la France n'a pas... Vous savez, dans le monde, le seul État qui peut vous déployer énormément de choses, c'est la grande puissance, c'est les États-Unis. La France a une volonté stratégique et c'est tout à son honneur, mais parfois elle n'a pas tous les moyens qu'il faut parce que justement avec son PIB, elle a aussi d'autres problèmes nationaux à régler. L'armée, on ne peut pas tout mettre dedans. Maintenant, comme disait quelqu'un, dans la vie, vous avez le choix. Quand vous avez quelque chose dans votre poche, le nombre de kilos de beurre que vous pouvez vous offrir diminue le nombre de canons que vous pouvez acheter. Donc, vous devez faire un choix entre le beurre et les canons.
Et là, parmi les solutions, vous avez parlé de solutions électroniques, mais le commandement unique comme solution aussi pour le Sahel, est-il possible? Enfin, quand je parlais tout ça, par exemple, regardez, les Marocains. Moi, j'étais au Maroc dans les années 60, fin 70. Il y a eu le Sahara. Ils ont commencé à réagir. Au départ, ils ont eu des pertes. Mais quand ils ont fini d'installer leur dispositif, waouh! Un gars du Polisario bouge, on l'aperçoit de très loin. On lui fait on le gère. Et c'est un peu ça. Maintenant, le commandement unique, pour revenir à votre question, un commandement unique, ça pose beaucoup de questions. Commandement unique, armé par qui? Je ne crois pas que nous ayons un truc. La France est habituée à mener des actions militaires en tant que nation cadre, dans le cadre de l'OTAN. Chez nous, je ne connais pas beaucoup d'États. Il y en a certains. Le Sénégal est habitué à mener certains trucs à certaines échelles. Mais je pense que le commandement unique posera la question, peut-être qu'on s'en sortira mieux en ayant un Français. Parce que sinon, quand vous prenez un autre, bon, parmi les pays voilà, qui ça peut poser des problèmes. Déjà, la question de savoir quelle serait son utilité. Ça c'est la question qui se pose. Qui sera le commandant? À l'utilité, par contre, c'est bon. Parce que je trouve qu'il faut toujours se dire qu'une conception, plus elle est centralisée, mieux c'est. Mais une exécution, plus elle est décentralisée aussi, mieux c'est. Donc, avoir un commandement unique, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez dans le commandement unique? Il faudra désigner un grand chef et son état-major. Le grand chef, il vient d'où? Etc. L'état-major, comment vous les choisissez? Parce qu'il y a les sensibilités politiques qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est pas évident. Et tout ne se limitera pas à la forme, mais il y a le fond qui posera problème. Le fond, je pense que quand même, peut-être que nous n'avons pas le nombre, mais chacun de nos pays a quand même des cadres militaires qui ont été formés aux meilleures écoles et qui sait faire son boulot. Maintenant, vous pourrez toujours me dire que oui, tous les moutons sont des moutons, mais il y en a qui coûtent plus cher que d'autres. Oui, mais bon, mais ça, on peut s'arranger, on peut trouver les gens qu'il faut. Et prenons la complexité du terrorisme par rapport à la ligne de défense du Sahel et toutes ces composantes qui y sont. Est-elle suffisamment solide pour tenir? En fait, moi, je ne m'en cache pas. J'ai toujours dit que pour moi, la réponse G5 Sahel devait être une réponse ad hoc pour l'urgence. Mais il se trouve qu'il y a une organisation sous-régionale qui peut mobiliser plus de personnes, plus de monde, plus de ressources, qui s'appelle la CEDEAO. Et qui, dans les années 90, a quand même aidé à gérer. Vous me direz qu'à l'époque, le Nigeria avait les moyens et qu'aujourd'hui, ce Nigeria-là a des problèmes chez lui-même. Mais il n'en demeure pas moins que pour moi, quand on se bat, un des facteurs importants, c'est la mobilisation de ressources. C'est mobiliser chez soi, ses amis, etc. et former quelque chose. Et dans ce sens, c'est la CEDEAO. Imaginez, s'il y avait une percée brusque un jour, on se réveille, on dit que tiens, il y a des troupes terroristes qui ont percé, bon, oui, il y a l'aviation, il y a ceci, il y a cela. Mais ce que je veux dire, c'est que les États qui sont en aval, vers la mer, mais ces États aussi sont concernés. C'est-à-dire que ça, c'est un problème qui nous regarde tous. Et je pense que nous devrions le traiter comme un problème global, où vous dites, OK, nous avons la CEDEAO, mais à côté, il y a la CEAC. Donc, s'il y a un problème où l'Afrique centrale est concernée, au contraire, ce qui est bon avec l'institutionnel, c'est que vous arrivez à progresser. On aurait appris comment articuler CEDEAO et CEAC. On a la Mauritanie, on aurait appris comment coordonner avec une organisation, l'UMA, mais qui ne fonctionne pas, mais dont un des membres est intéressé. C'est ça l'apprentissage. On développe de petits éléments qui nous permettent d'avancer dans nos capacités de gestion. Mais prendre comme une défense en ligne, comme je l'appelle, le problème c'est que quand ça cède, c'est fini. Dans une guerre conventionnelle, vous n'auriez pas vu ça. Parce que là, le gars perse, il est parti. Hein. C'est là que prenez dans l'histoire. Hein. Quand le gars transperce vos défenses, il est parti. Et après, vous avez un cercle vicieux parce que ceux qui étaient là, derrière,
qui étaient dans une situation, la surprise, on les bouscule, etc. Les comptes rendus partent mal, les gens se replient. Mais très vite, vous avez un gros désordre pendant la guerre mondiale. Il y a la question de la politique à revoir. Je pense que la France nous aide. Nous devons faire nous-mêmes des efforts sur nous. J'aime à rappeler aux gens qu'aujourd'hui, les frontières du Sénégal ne sont plus le long du fleuve et au sud. Nos frontières sont au nord du Mali, au nord du Niger, à l'ouest du Tchad et après toute la bande atlantique jusqu'au nord de Saint-Louis. Donc ce problème concerne tout le monde. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Colonel, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Le plaisir pour moi. Ainsi se referme cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Médian TV Afrique.